Bonjour à tous, bonjour Émilie, je suis vraiment désolée du retard. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce dernier webinar qui se présentera sous le format d'un témoignage, celui d'Émilie Daudin. Avant de lui laisser la parole, et pour rappel, n'oubliez pas que vous pouvez lui poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet questions et voter pour celle qui vous intéresse le plus en cliquant sur la petite flèche qui pointe vers le haut située à gauche de la question. Et pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui, pas de problème, cet échange sera disponible en replay directement sur votre plateforme. Alors, Émilie, c'est à toi. Est-ce que tu pourrais tout d'abord commencer par te présenter, s'il te plaît? Alors oui, je m'appelle Émilie Daudin, j'ai 34 ans. Je suis la maman de 2 enfants qui ont 2 ans et 4 ans et je suis également créatrice de contenu sur Internet. Donc j'ai créé un blog qui s'appelle The Brunette il y a 14 ans et ça fait 10 ans que je suis sur Instagram sous le pseudo Émilie Brunette. Voilà, et je fais aussi des podcasts. J'ai plein de choses en fait, je sais plus ce que je fais. J'écris aussi des livres et il y a un an, suite à des mois de diagnostics, de mauvais diagnostics, etc., j'ai appris que j'avais un cancer du sein triple négatif. Moi, je pensais que c'était un cancer du sein agressif parce que j'étais jeune. Non, j'ai appris que parce que c'était un triple négatif qui est agressif. C'est un cancer du sein qui touche 9000 femmes par an environ en France. On est 140 000 dans le monde. Et ça va de une femme de 18-19 ans, hein, comme j'ai eu le cas récemment, à 70 ans à peu près. Mais on est généralement beaucoup moins de 40 ans. Donc ça peut être des jeunes mamans, des femmes qui sont enceintes. C'est vraiment un cancer qui est un peu particulier parce qu'il touche des femmes jeunes. Sans antécédents de cancer dans sa famille aussi, ça arrive. On n'est pas beaucoup à avoir le gène de cancer, le BRCA, même s'il y a d'autres gènes qui existent. Moi, j'ai aucun gène, par exemple. Donc voilà. Donc pour resituer un petit peu, en gros, qui je suis. Et donc, en fait, ce cancer triple négatif, quelle est la différence entre le triple négatif et un autre cancer, en fait, finalement? C'est l'agressivité du cancer? En fait, c'est un cancer. Il faut savoir en fait qu'il n'y a pas qu'un seul cancer du sein. Donc, quand on dit qu'il se guérit bien, moi, je ris un petit peu jaune parce qu'il y a quand même 12 000 femmes par an qui en meurent en France. C'est la deuxième cause de mortalité pour les femmes dans notre pays. Donc, c'est pas un cancer qui se guérit bien. Il y a plusieurs cancers du sein. Il y a 4 grosses familles. Le cancer du sein triple négatif, en fait, à ces cellules, il n'y a pas de marqueur. Donc, en gros, quand ils font une chimiothérapie, c'est ça passe ou ça casse. Ils ne savent pas, en fait, très bien soigner parce que c'est un cancer qui est complètement fourbe. On peut très bien répondre à la chimiothérapie, être en rémission complète et 3 mois plus tard récidiver. C'est un cancer qui a un taux de récidive qui est assez important, de 20 à 30% des femmes. Ce qui n'est pas rien, malheureusement, dans les 3 ans qui suivent la fin des traitements. Et des fois, les femmes elles récidivent pendant les traitements. Donc, c'est vraiment un cancer qui est vicieux. Ils savent pas, en fait, quand on a un triple négatif, on a un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va récidiver et s'il récidivera, parce qu'il peut ne pas récidiver, hein, bien sûr. Mais c'est un peu voilà, on ne sait pas trop. D'accord. Et donc, quand tu dis que tu as eu le cas d'une jeune femme de 18 ans qui a eu ce cancer, enfin qui l'a en tout cas, c'est dans quel contexte en fait que tu échanges avec des personnes? C'est des communautés en fait sur Facebook. Il y a des communautés triple négatives tout simplement. En fait, j'ai découvert les groupes Facebook qui sont hyper intéressants. J'en avais créé un mois déjà pour la maternité avec ma communauté. Et je trouve que les échanges sont hyper bienveillants. Et là, il y a ce groupe Facebook que j'ai intégré quand j'ai appris que j'avais un cancer, parce que je cherchais tout de suite, je vais pas aller sur Doctissimo, etc. Je voulais vraiment avoir quelque chose de moins forum et plus partage de statut, etc. et discuter. Et j'ai ce groupe français. Et en fait, j'ai découvert il y a quelques mois qu'il y avait d'autres groupes américains quand je cherchais des réponses, que je suis en train d'écrire un livre sur ce cancer du sein. Et du coup, je cherche un peu des témoignages un peu différents. Et je pense que c'est important parce que en fait, c'est des témoignages, c'est des groupes américains, mais donc c'est pas vraiment que les Américains, il y a des gens du monde entier, mais ça parle anglais. Et du coup, j'y trouve aussi des témoignages de personnes qui sont en rémission depuis 15 ans, 20 ans, et qui sont hyper importants, moi,
pour mes témoignages de mes triplettes françaises qui, des fois, sont désespérées parce qu'elles savent plus quoi faire. Et du coup, là-dedans, quand récemment, j'ai vu où effectivement, il y avait une femme de 19 ans qui avait un triple négatif et je me suis dit, waouh, c'est violent. C'est violent parce qu'on n'est pas censé avoir un cancer du sein à 19 ans. À cet âge-là, ouais. Complètement. D'accord. Et donc, en fait, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quand et comment tu as appris pour ton cancer du sein? En fait, j'ai eu un deuxième enfant il y a 2 ans. Suite à ça, j'ai eu une montée de lait assez difficile qui m'a fait vraiment mal, mais la douleur, elle est restée. Et puis, bon, après, en fait, quand on est jeune maman, moi, j'avais déjà un enfant de 4 ans, de 3 ans et demi à l'époque. Et j'étais là, bon, bah voilà, ma vie continue. Hein, pardon, il avait 2 ans et demi quand il est né. 2 ans et demi, pardon. Et bah, j'ai donc 2 enfants, 2 ans et demi et quelques mois, donc c'était un peu chaud à gérer et j'ai pas forcément le temps de me rendre compte que effectivement j'ai des douleurs postpartum qui malheureusement existaient quoi qu'il arrive avec le postpartum. Et en fait au mois de janvier j'ai commencé à reprendre le sport doucement et j'ai senti une douleur qui tout de suite qui m'a diffusée dans ouais, c'est dans mon sein droit qui s'est diffusée et j'ai senti une boule. C'est bizarre. Et en fait, quand je parle avec d'autres personnes, elles me disent pareil, elles ressentent une douleur et une boule. C'est très bizarre. Le corps, il imagine tout de suite une boule. Et ma coach qui était sportive, qui était avec moi, elle l'a pas senti. Elle me dit, mais il faut que tu en parles tout de suite à ta sage-femme. Parce que je le voyais le soir même, parce que j'étais en rééducation du périnée, vu que j'avais un bébé en bas âge. Et donc, je vais la voir. Et elle me dit, bah écoute, moi, je sens rien. De toute façon, le cancer du sein me fait pas mal. Quand ça fait mal, c'est bénin. Pour moi, c'est une déchirure musculaire. Alors qu'il n'y avait pas lieu d'être au regard de la pratique que tu étais en train de faire. C'est une sportive douce en plus, tu vois. C'est pas comme si j'avais fait un truc hyper court. Je pense que mon mec, il me dit, mais une douleur déchirure musculaire, tu la sens passer. Enfin, oui, bien sûr. C'est pour ça. Rien. Donc, j'avoue que moi j'ai fait confiance. Voilà. Je me suis dit, bah, elles sont bien occupées de moi pendant ma grossesse, donc j'ai fait confiance. Je pense que c'était une méconnaissance. C'est la première fois qu'elles avaient le cas d'une femme, je pense, qui a un cancer du sein, hein, mais elles ne savaient pas trop. Donc voilà, donc, elle m'a rassurée quand même. Donc j'étais rassurée. Ils m'ont dit, bon, bah, c'était autre chose, ou voilà, je sais pas. Les mois ont passé, la douleur, elle a continué d'arriver. En fait, la douleur était toujours présente, en fait, mais sans m'en rendre compte. En fait, c'est un peu diffuse et du coup, bah, on s'habitue à plein de choses. Hein, en tant qu'être humain, on ne se rend pas compte. Et en fait, la douleur, elle est revenue. Donc je suis allée la consulter. Elle m'a dit la même chose. C'était mon sage-femme, en fait. J'en ai donné 2. Et elle m'a dit non mais moi voilà c'est une déchirure musculaire mais je sens bien qu'il y a quelque chose effectivement donc ça m'a rassurée de me dire que je suis pas folle hein, parce que je me suis dit qu'il y a quand même un truc et voilà elle m'a dit d'aller voir une ostéopathe et que moi je lui dis mais si la douleur elle reste qu'est-ce que je fais enfin si ça reste et que ça part pas elle m'a dit bah dans ces cas-là tu peux faire une échographie mammaire mais c'était vraiment en mode limite de lever les yeux au ciel en mode c'est pas grave c'est pas ce qui va t'arriver. Et là, c'était un peu la claque, c'est que bah, j'ai fait confiance. Hein, et puis, les mois ont passé, j'ai vu mon ostéopathe qui m'a dit bah, moi, je suis spécialiste du sein, donc je vais m'occuper de toi. C'est une copine à moi. Hein. Donc, elle s'est m'occuper. Puis, elle m'a dit par contre, si tu as encore mal, tu vas consulter. Et en fait, j'ai plus du tout eu mal quand elle m'a fait ça. Et par contre, 24 heures après, c'est revenu, mais en mode bien sévère. Et ça a continué quelques semaines. Moins le temps passe. Moi, je suis un peu là-dessus. Je pense que j'avais un peu peur du diagnostic aussi. Je pense qu'on a toujours très peur en fait, on laisse passer, on se dit bah, de toute façon tant qu'on n'a pas diagnostiqué, on n'a pas de cancer. C'est un peu chaud quand même. Hein. Et en fait, à un moment, je parlais au bureau, je n'arrivais plus à parler en fait. Quand la douleur passait, je m'accrochais à ma chaise de bureau et je pouvais plus parler, j'avais le souffle coupé. Et là, mon associé m'a dit bon là, tu prends rendez-vous tout de suite. Tu retrouves ta ordonnance et tu vas consulter. Et en fait, je l'avais perdu l'ordonnance, donc j'ai demandé à ma sage-femme de m'en refaire une. Et je l'ai croisée, elle m'a dit ah, vous avez encore mal. Je dis ouais, là c'est de pire en pire en fait. Et du coup, voilà. Et puis en fait, une semaine plus tard, bah, là tout s'est enchaîné. Échographie mammaire. Donc déjà, j'ai galéré à trouver un rendez-vous déjà, c'était la grosse galère. J'ai appelé mon hôpital et il me disait bah, dans 3 mois le rendez-vous. J'ai fait bah non. Et en fait, je savais pas trop où aller. J'ai pas pensé tout de suite à prendre un rendez-vous chez le radiologue. En fait, on n'y pense pas. En fait, on est tellement à l'ouest. En plus, j'avais essayé de prendre rendez-vous avec le radiologue dans l'été et j'avais complètement oublié qu'il y avait ce mec-là à côté de chez moi. Donc, bref, j'ai été un peu à l'ouest. Donc, j'ai appelé finalement à Paris où j'habitais avant le centre d'échographie où j'avais fait quand j'étais enceinte. Je savais qu'ils faisaient des IRM, des scanners. Et du coup, bah, j'ai contacté. J'ai eu une réponse hyper en une semaine sur Doctolib. Voilà, très rapide pour moi pour faire mon rendez-vous. Et là, tout s'est enchaîné.
Et là, en fait, elle fait l'examen. Moi, j'y vais vraiment piste parce que j'avais un rendez-vous professionnel juste après. Donc, je suis vraiment allée en mode, je me rassure, elle va me dire que c'est un kyste. Et là, je la vois passer entre les deux seins et elle me dit, mais vous êtes suivi par qui? Vous habitez où? Et là, je lui dis, mais elle me dit, on va faire une mammographie. Je lui dis, mais c'est pas une déchirure musculaire. Moi, je me dis, il faut que je lui dise que c'est une déchirure musculaire, en fait, parce qu'elle ne le voit pas, en fait. Elle me dit, ah, mais pas du tout. C'est pas du tout une déchirure musculaire. Et là, j'ai fait, ah. Ouais, là, c'était la grosse claque. Et là, j'ai fait merde. Là, ça fait très, très peur. Parce qu'on se dit, bah, ok, c'est chaud. Ça sent pas bon. Donc, je dis à moi, elle est partie voir pour faire la mammographie juste en face. Je suis allée vite chercher mon téléphone. J'ai envoyé un texto à mon associé. J'ai dit, écoute, c'est un peu chaud, tu peux me rejoindre. Parce qu'on attendait dans le café juste à côté. Et en fait, donc j'ai fait la mammographie tout de suite et j'étais complètement sonnée parce que en fait, j'étais là, ok, qu'est-ce que ça peut être? Je pensais bien sûr au cancer du sein, mais on ne veut toujours pas se l'avouer en fait, parce qu'on nous rassure, on nous dit que c'est anodin, que ça fait pas mal, qu'on est jeune, on n'a pas d'antécédents de santé dans la famille, donc on se dit bah ouais, ça me touche pas en fait, ça me concerne pas. Et ça a été violent quand en fait donc je suis sortie de là, donc j'étais complètement anéantie. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, c'est que sur le résultat de l'analyse, c'était écrit, il y avait un truc que je comprenais rien, c'était du charabia pour moi, langage scientifique, médical. Et là, je vois ACR5. En fait, j'avais pas vu du tout. C'est une copine à moi quand j'ai envoyé, qui a eu un cancer du sein, que je lui ai envoyé du coup mon compte rendu. Elle me dit, ah, tu sais, t'es ACR5, mais ACR5, c'est pas forcément dire cancer. Et quand je tape sur Google, je vois ACR5 et 90% de risque que ce soit malin, donc cancéreux. Et je dis là, ah ouais. Et là, j'ai pleuré. Enfin, je me suis dit, en fait, là, c'est fini. En fait, c'est un cancer du sein. Oui, parce qu'en fait, tu n'as pas eu le résultat tout de suite. Tout de suite, on ne t'a pas expliqué. En fait, on m'a pas expliqué. En fait, du coup, elle m'a quand même demandé d'appeler une gynécologue à Paris qui pouvait me suivre à Paris. Et moi, je me suis rappelé que j'ai une copine, effectivement, qui est gynécologue à Paris, dans mon groupe d'amis, mais que je vois pas trop parce que j'habite plus Paris. Mais du coup, je lui ai envoyé un message. Elle m'a dit, bien sûr, je te prends le truc, envoie-moi les diagnostics. Et en fait, donc c'était le soir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son mari, à elle, est chirurgien cancérologie en gynécologie. Ok. Donc en fait, lui, c'est exactement son domaine. Et elle m'appelle le lendemain matin, et c'est là quand j'ai tapé ACR5 que j'ai compris. Elle m'appelle au même moment que je raccroche, que je viens de voir ma recherche Google. Et là, je comprends que c'est grave parce qu'elle me dit, écoute, on a avancé tous tes rendez-vous. Parce qu'en fait, le centre, il m'avait mis ma mère 2 semaines plus tard. Et elle m'a dit, t'as tous tes rendez-vous la semaine prochaine. Et dans 1 semaine, t'as rendez-vous avec le professeur Usan pour tes comptes rendus. D'accord. Et là, j'ai compris que c'était grave, en fait. Parce que je me dis, ils ont dit, écoute, on a pris les devants. Je me suis dit que ça sentait pas très bon. D'accord. Et là, en fait, je me suis dit, en fait, là, je vais mourir, en fait. Oui, parce que du coup, quel a été ton sentiment à l'annonce finalement du pronostic et comment tu as appréhendé la nouvelle, même notamment comment tu l'as annoncé à tes proches, à ta famille, à tes amis? Ça a été immédiat ou... En fait, ça a duré 1 semaine, c'est au moment où c'est un vendredi que j'ai passé la biopsie. En fait, le lendemain, j'avais une biopsie. Donc, c'était un jeudi. Le lendemain, j'avais une biopsie. Donc, déjà, on se prépare. Et en fait, j'ai passé tout le week-end à pleurer. Et en fait, j'avais l'IRM mammaire le mardi. Et c'est la première fois que j'avais une prise de sang depuis que j'avais accouché. Et je me suis effondrée, en fait. Je me suis dit, en fait, je me préparais psychologiquement au cancer déjà. Donc, quand j'ai appris que j'avais le cancer le vendredi, quand elle m'a dit le mot cancer, je me suis dit, bon, tu t'es préparée. Et là, elle m'a commencé tout de suite à me dire agressif. Et en fait, chimiothérapie. Et là, je suis devenue sourde. Donc, déjà, ça a été très violent. Heureusement qu'il y avait mon mari qui était avec moi. C'était vraiment violent. Je me suis raccrochée un peu parce que dans la semaine, j'avais beaucoup lu de livres et tout sur le cancer, etc. Donc, j'étais préparée un petit peu au terme qu'elle allait me dire pour que je puisse m'accrocher à ça et me dire, bah, effectivement, le cancer, faut que j'ai les termes, faut que je le maîtrise. Et en fait, on l'a annoncé en retour de rendez-vous à nos proches. Mon mec, il a envoyé un texto à tous nos groupes d'amis pour leur dire que j'avais un cancer du sein, qu'on allait avoir besoin peut-être d'eux aussi, qu'il fallait pas que ce soit tabou entre nous. Donc voilà. Et en fait, je l'ai annoncé comme ça pendant tout le mois d'octobre à mes proches, aux gens que je connaissais. J'avais vraiment l'impression de semer la mort autour de moi. C'est-à-dire que les gens se sont effondrés, clairement. Je sais que on l'a annoncé à nos clients aussi, à l'équipe. On voulait l'attendre avant que je l'annonce publiquement parce que je voulais être sûre que je savais que ça allait commencer la chimiothérapie pour l'annoncer. Puis je voulais sortir d'Octobre Rose parce qu'octobre, c'est très bien, on en parle, etc. On fait de la prévention, mais le cancer, il ne s'arrête pas en octobre. Donc je voulais sortir de ça, donc je l'ai annoncé moi le 1er novembre à ma communauté. Et je sais que les premiers messages, les filles ne pensaient pas que je parlais de moi en fait. Elles pensaient que je faisais de la prévention, etc. Et quand elles ont compris, ça a été violent.
C'est ça, on pense toujours que ça arrive aux autres et jamais aux gens qu'on connaît. En plus, voilà, en tant qu'influenceuse, on s'imaginait pas que, voilà, on imagine toujours que la vie des influenceurs, c'est tout rose, tout beau, parfait. Et je voulais se montrer que c'était pas le cas parce que j'avais vécu un mois d'octobre qui était horrible. J'avais continué à travailler alors que je faisais des rendez-vous. J'avais des rendez-vous, j'allais 3 fois par semaine à la Pitié-Salpêtrière pour des examens. À Becquerel aussi, où je suis suivie à Rouen pour me faire implanter ma chambre implantable. Puis j'allais me faire couper les cheveux, enfin préparer tout vraiment le côté chimiothérapie. En plus, il y avait le 2e confinement qui arrivait en même temps. Ça a été violent. En fait, c'était vraiment, tout le monde était en panique sur plein de choses. Et donc, c'était assez compliqué de vivre ça parce que je me dis, en fait, il n'y a pas que le Covid. En ce moment, on est entré dans le Covid et je me suis dit, c'était un peu la réalité de la vie en mode, mais en fait, le Covid, c'est une maladie qui est grave, mais elle n'empêche pas d'avoir d'autres maladies qui ne sont pas contagieuses, d'arriver et d'être diagnostiquées. Donc, ça a été hyper violent pour moi, ça, j'ai trouvé. Et après, j'en ai discuté, du coup, j'en ai parlé le 1er novembre, j'ai fait ce post pour parler. Et on avait lancé en même temps l'épisode de podcast qu'on avait enregistré, je crois, 2 semaines plus tôt, à mon bureau à Paris. Et parce que moi, je voulais absolument faire de la prévention, en fait. Je me suis dit, t'es influenceuse, ça fait des années que tu fais plein de choses à côté, des choses caritatives ou autres. Et là, je me suis dit, en fait, il m'a touchée, ok, c'est difficile. Mais moi, j'aurais aimé avoir des gens qui en parlent publiquement et sans tabou, plein de choses. Et du coup, je me suis dit, vas-y, lance-toi, parle-en. Et voilà. Parce que finalement, ça s'est fait assez rapidement. Tout de suite, il y a eu les annonces, etc. Un peu le pronostic qui est tombé. Et tout de suite, tu as rebondi en te disant, on va en faire une force et je vais me servir de ma communauté pour les prévenir et faire de la prévention, en fait, finalement. Ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, je peux pas contrôler la maladie. La seule chose que je peux contrôler, c'est ma communication. C'est comment je vais l'annoncer, comment je vais en parler. Et si je peux permettre à des femmes d'aller se faire diagnostiquer, de dire attends, j'ai mal au sein depuis quelques semaines, il faut que j'aille consulter. Ou il y a des gens qui ont des mammo qui mettent dans l'ordonnance d'un côté, etc. Et en fait, il faut leur dire les filles, prenez votre santé en main. C'est hyper important, la santé, on n'en a qu'une. L'argent ne vous êtes... Enfin, la santé n'a vraiment pas de prix, en fait. Il faut vraiment prendre soin de soi et pas attendre, en fait. Parce qu'attendre, c'est pire. Le diagnostic, moi, il aurait pu être pire parce qu'en fait, il s'est révélé que j'avais 6 tumeurs dans le sein. D'accord. Si mes sages-femmes m'avaient dit, écoute, Émilie, on a un doute, va consulter tout de suite, j'y serais allée, en fait. Si on m'avait pas dit, c'est une déchirure musculaire, que ça me fait pas mal, moi, ça m'a rassurée pour rien, en fait. Et c'est complètement dangereux comme discours, je trouve, et qui est faux, en plus. Parce qu'il y a plein de femmes qui ont des mal qui ont un cancer du sein. Donc, en fait, c'est des fausses croyances, c'est des choses qu'ils apprennent dans les livres de médecine, etc., qui sont pas à jour. Parce que la science, elle est exacte à un moment, mais elle évolue, en fait. Les maladies aussi, elles évoluent. Comme le Covid évolue, le cancer du sein aussi, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, ils sont pas tous pareils. Et j'ai trouvé que ça aurait pu être grave, quoi. Bien sûr. Et donc, comment ça a été accueilli par ta communauté? Est-ce qu'il y a dû avoir beaucoup de questions? Mais en tout cas, comment est-ce qu'ils ont réagi? Il y a eu beaucoup de pleurs. Je crois qu'il y a plein de filles qui m'ont dit, écoute, je suis dévastée, comme si c'était ma sœur à qui j'apprenais quelque chose. C'était chaud parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir sur des personnes aussi. Et d'autres qui m'ont dit, écoute, en fait, je crois qu'il y a eu des milliers de femmes qui sont parties se faire dépister parce que j'ai reçu pendant les jours qui ont suivi, j'ai reçu tellement de messages. Et une de mes meilleures amies qui est partie se faire dépister aussi, elle qui était plus à risque d'avoir un cancer parce qu'elle a des cancers dans sa famille génétique, elle m'a dit, les salles d'attente étaient pleines de jeunes femmes. Et en fait, je pense qu'il y a eu un vrai truc, pas engouement, mais dans le sens où en mode les filles se sont dit, écoute, je laisse plus passer des douleurs, je vais consulter, je vais voir. Et en fait, ce que je leur dis, c'est vraiment reprenez votre santé en main. Et c'était cool de voir qu'elles ont écouté le message aussi. Pas écouter, on passe à autre chose, voilà, on a vu un post sur Instagram. Non, c'est un impact, c'est que le cancer, moi, j'ai aucun antécédent de cancer du sein dans ma famille, en tout cas pas connu. Peut-être que mes arrière-grand-mères, mais j'en sais rien. Mes grand-mères, elles ont 84 et 92 ans, elles sont toujours en vie, elles vont bien, donc c'est un peu violent en fait de dire que je suis la première femme de ma famille d'une longue génération de femmes d'avoir un cancer du sein, quoi. C'est compliqué.
Oui, mais c'est là qu'on se rend compte en fait finalement que tout le monde peut être touché, qu'on ait ou pas ce facteur héréditaire dans notre famille, et c'est bien d'en prendre. Enfin, en tout cas, c'est vraiment courageux et honorable de ta part d'en avoir parlé, et du coup, peut-être que tu as pu sauver la vie de certaines personnes, ou en tout cas les aider un petit peu dans leur quotidien. En fait, je sais que j'ai eu des témoignages de filles j'en ai une vingtaine qui m'ont annoncé leur cancer suite à avoir été dépistées. Plus celles qui ont découvert quand elles ont eu leur cancer, mais les vingtaines, encore, il y en a plein de choses qui ne sont pas déclarées et qui m'ont envoyé un message. Hein. Il y en a qui m'ont dit, ouais, effectivement, en fait, tu m'as sauvé la vie parce que j'ai fait gaffe, je suis allée consulter. Elles n'avaient rien sur le coup. Et 3 semaines plus tard, elles se sont senties une boule, en fait, avec la palpation. J'ai beaucoup parlé de l'autopalpation qui est hyper importante, qu'on ne nous apprend pas. Et il y en a plein qui se sont sauvé la vie elles-mêmes en faisant ça, en fait. Et j'ai trouvé que ça super de me dire que même moi, je ne connaissais pas les gestes d'autopalpation, mais vu que j'ai parlé de tout ça, et ben, ça a permis à certaines femmes de découvrir leur cancer à temps, qu'ils ne soient pas métastasés, parce que là, c'est pas pareil. Et je suis super contente que l'affluence ait servi à ça aussi dans le bon sens. Oui, bien sûr. C'est en soi d'avoir réussi à faire une force finalement de cette maladie, et d'avoir pu partager tes connaissances, connaissances qui ont été acquises bien évidemment malgré toi, mais finalement que ça ait pu servir à certaines personnes. Et donc on a Marie qui nous pose une question et qui nous demande comment est-ce que tu l'as annoncé à tes enfants, si c'est pas indiscret, si c'est quelque chose que tu veux aborder. J'en parle. En fait, mon fils savait que j'avais une boule au sein parce qu'un jour, il m'a donné un coup. C'est là que ça avait révélé. Je dis que maman, elle a une petite boule dans le sein, ça me fait mal, etc. Et en fait, au début, quand je suis revenue de la biopsie, donc avant d'apprendre que j'avais un cancer vraiment, donc j'étais dévastée parce que je me doutais que c'était un cancer qu'on allait m'annoncer. Mes enfants se sont mis à plus dormir. Mais genre, ils dorment très bien, ils se sont mis à se réveiller la nuit. Ma petite fille, elle avait juste 1 an, elle a eu 1 an le 30 septembre, donc c'est le 1er octobre que j'ai découvert. Enfin, donc c'était vraiment violent. Et en fait, je lui ai chuchoté à l'oreille, je vais aller la voir un soir, je lui ai chuchoté, je lui ai dit, écoute, maman est malade. Ouais, maman, elle est sûrement malade, mais de toute façon, je vais guérir parce que j'ai pas le choix, faut que je veux pas grandir, je serai toujours là pour toi. C'était, voilà, je l'ai rassurée, elle s'est rendormie dans mes bras, je l'ai pu remettre dans son lit. Après, elle s'est plus jamais réveillée comme elle l'avait fait. D'accord. Pour mon fils, pareil, j'en ai beaucoup discuté avec lui ouvertement, en fait. Je lui ai dit, écoute, maman, elle est malade. Maman, elle va guérir. On va lui enlever la petite boule, le petit crabe dans le sein. Et voilà. Et du coup, je suis allée acheter en librairie le week-end qui suivit l'annonce de mon cancer. Je suis allée chercher un livre pour le cancer. Donc, c'était très compliqué parce que je venais juste d'apprendre que j'avais un cancer et j'arrêtais pas de pleurer à chaque fois que j'annonçais. Et il y a des livres qui s'appellent Maman est une pirate que j'ai acheté. Bon, je me suis effondrée forcément en le lisant, mais il est très bien, il parle du cancer, etc. Mais en mode maman est une pirate parce elle a eu sa cicatrice. Bon, c'était plus le cancer, donc à la base, on commence plutôt par la chirurgie. Et après, maman perd ses cheveux, elle devient malade parce que sur un bateau pirate, il y a la houle, donc ça rend malade. Parce que en fait, ça prend vraiment le cancer où il y a des chimiothérapies qui rendent malade. Donc c'est ce que j'ai eu aussi. Et après, maman, elle a trouvé l'île au trésor parce que voilà, elle est en rémission. Donc ça a été un livre moi qui m'aimait beaucoup quand j'en parle parce que voilà. Et en fait, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des livres aussi pour enfants par la suite parce que c'est un vrai sujet. Et en fait, moi j'en ai parlé ouvertement parce que j'ai une amie sa maman a eu un cancer du sein, elle en a eu plusieurs. Et ses parents lui avaient jamais dit qu'elle avait un cancer. Le mot cancer n'avait jamais été prononcé. Et elle l'a appris quand elle avait 18 ans. Et elle m'a dit, ça a été une déflagration dans ma vie que j'aurais préféré qu'on me le dise. Parce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression qu'on m'a menti toute ma jeunesse sur ça. Elle me dit, j'avais les épaules pour le porter, ça. Et elle m'a dit, c'est juste que savoir que c'était aussi dangereux qu'un cancer, ça l'a bousillé. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle. Mes enfants librement, pas que ce soit un tabou, parce que le cancer, c'est un peu tabou. Avant, on disait, elle est morte des suites d'une longue maladie, etc. Alors que c'est pas tabou d'avoir un cancer, ça touche quand même beaucoup de personnes, on est des milliers, je crois qu'on est 500 000 en France chaque année à avoir un cancer, tout type confondu. Donc on connaît tous quelqu'un qui a un cancer, un grand-père, un voisin, un collègue, quelqu'un de sa famille, ses amis. Et pour moi, c'était important d'en parler parce que c'est pas, on n'attrape pas un cancer, c'est pas quelque chose de contaminant. Et c'est tellement violent comme... Moi, j'avais l'impression que j'allais au parc avec mes enfants, que j'étais chauve. Il fallait limite que je me justifie d'être chauve. En fait, je me sentais
Ma vie d'avant était partie. La femme avec ses cheveux carrés, longilines, vie parfaite, entre guillemets, que moi, ma vie, je l'adorais beaucoup. J'ai l'impression de ne plus être moi, en fait. J'étais chauve, je me reconnaissais pas. J'avais l'impression que c'était un peu limite la fille qui était hard rockeuse. En fait, tous les clichés me sont tombés. Quand je mettais un turban, j'avais l'impression qu'on me prenait limite pour quelqu'un qui s'était converti. Et je trouvais que le regard était violent, en fait, des gens. En mode, j'ai senti un peu la discrimination des gens. Je l'ai senti sur moi et je me suis dit, c'est violent. Les gens jugent beaucoup à l'apparence. Oui. Et j'ai trouvé que c'était violent parce que je porte un foulard ou que je crâne chauve ou que machin, je trouvais que c'était violent en fait. Le regard des autres était un peu violent. Et je me suis dit, faut le montrer, il faut montrer que c'est normal d'avoir un crâne. Bah ouais, j'ai plus de cheveux, bah j'ai le crâne chauve, bah ouais, c'est normal quoi. Et on se met en force. Moi, j'avais acheté des perruques parce que je voulais pas faire peur aux gens. Et en fait, c'est pour les autres qu'on achète des perruques, c'est pas pour soi. Oui, bien sûr. Moi, dès que je pouvais, j'ai enlevé ma perruque. Et il y a plein de jeunes filles qui me disent, moi, je me suis jamais montrée sans perruque à mes enfants ou à mon mari, etc. Mais oui, ce que j'allais te poser comme question, les enfants, comment tu as pu leur expliquer du coup que tu avais perdu tes cheveux? Est-ce que, comment est-ce qu'ils l'ont appréhendé, même à l'école, les autres qui posent un peu des questions, etc. Ça n'a pas dû être évident pour toi. Alors, moi déjà, j'ai prévenu la maîtresse de mon fils. En dans son cadre, écoutez-moi, j'ai un cancer du sein, je viens d'apprendre que j'ai un cancer du sein. Dites-moi s'il a une modification du comportement déjà, parce qu'il c'était en première année de maternelle en plus, donc c'était violent. Hein. Je ne m'attendais pas à ça pour sa première année de maternelle. En plus, avec le Covid, avec le masque, ça a enlevé beaucoup de discussions. Ouais. Je connaissais quasiment pas les parents, la maîtresse, etc. Donc c'était un peu dur. Pardon, j'ai un peu perdu le fil. C'était quoi ta question? C'était donc le comportement des enfants, oui. Aussi notamment, donc c'est ce que tu nous disais, des parents. Ouais. Voilà, c'est ça, parce que finalement, c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement l'habitude, parce que beaucoup de personnes le cachent, comme tu disais, parce que peut-être aussi c'est une manière de se rassurer, de rajouter un petit peu de normalité dans son quotidien. Et donc toi qui l'as affirmé et assumé, comment du coup ça a été appréhendé par les autres parents et aussi par tes enfants? Alors en fait, mes cheveux sont tombés 3 semaines après ma première chimio. Mais genre, je faisais comme ça et ça tombait. J'en avais plein. Enfin, je pouvais remplir un coussin. Hein, je pouvais garnir un coussin, ça c'est sûr. Du coup, je suis allée me faire raser les cheveux. Et je suis revenue avec une copine. Et je suis revenue avec ma perruque. Et j'avais les cheveux courts avant d'avoir... je m'étais coupé les cheveux avant de commencer la chimio parce que je savais que ça allait tomber, que ça fallait tomber. Ça me faisait très très mal quand ça tombait. Et je suis allée voir, du coup, ce salon d'esthétique. Ils m'ont rasé. Je suis revenue avec la perruque. Et mon fils m'a dit, tes cheveux, ils ont poussé. Enfin, donc il a un peu dédramatisé. Mon mari, il voulait pas que je me montre crâne chauve aux enfants parce qu'il avait peur que ça les perturbe. J'ai pas écouté son conseil parce que moi, je connais mes enfants et je savais qu'ils allaient... En fait, ça n'a rien fait. Ils ont voulu toucher. Et ma fille, elle rigolait. Elle avait 1 an à l'époque. Elle était morte de rire. Elle me touchait les cheveux. Ça la faisait rire. Mon fils aussi. Après, on a rigolé, je leur faisais essayer les perruques et tout. Puis après, les parents, ils savaient pas trop que j'étais... En fait, ils ont pas tilté, je pense. D'accord. Et la garderie, elle m'a pas reconnue quand j'allais... Elle pensait que j'étais la babysitter au début quand je revenais les chercher. Et moi, je lui dis, mais c'est moi, en fait. J'ai fait, c'est moi. Je suis la maman de Gustave. Et elle me dit, ah là là, mais je vous avais pas vu. Et j'ai dit, bah ouais, je lui dis que j'avais un cancer. Donc, mais après, en fait, les gens, quand on leur dit, ça les calme, hein, parce qu'ils s'imaginent pas faire notre âge. Et puis moi, je le disais ouvertement, en fait, aux parents, je suis malade, voilà, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pas contagieux, vous inquiétez pas. Mais ouais, faut le dire ouvertement. Et je me suis montrée, moi, chauve, ou juste avec un bonnet, sans perruque. J'ai un peu assumé, je me suis vraiment assumée là-dessus. Et ça a dû beaucoup t'aider aussi, notamment la réaction de tes enfants qui finalement en ont fait plus un jeu, ont rigolé avec toi, etc. Ça a dû beaucoup t'aider, ça a dû te servir de soutien notamment. Et finalement, c'est dans ces yeux un peu d'enfant, on voit moins le danger et un petit peu la tristesse en fait finalement de cette maladie et tout ce que ça entoure. Les enfants, ils sont très... ils sont des éponges hein, déjà. Donc c'est pour ça que je voulais leur en parler. Et puis en fait, ils nous aiment quand même en fait. Donc, on veut toujours les protéger, mais en fait, ils sont tellement forts, les enfants. Et ils passent à autre chose. Hein. Moi, c'était un non-sujet, la maladie. Hein. C'est mon fils, la dernière fois, il m'a demandé, parce qu'on est passé devant l'hôpital où j'étais soignée, où je suis soignée, et il m'a dit,
au fait, comment le crabe il est arrivé dans ton sein? Il a 4 ans et demi, hein. Je lui dis, bah, j'en sais rien. Je sais pas trop comment il est arrivé. Voilà, je lui t'inquiète pas, il est parti. Voilà, mais des fois, il me demande, tu vas te faire reconstruire le sein, parce que je lui ai montré aussi la cicatrice. Là, par contre, j'ai un peu regretté parce qu'il a eu un moment de recul. Il m'a dit, mais moi, je te fais plus de câlins. Il avait peur de me faire mal. Ça n'a pas duré, hein. C'est le lendemain, ça a été à nouveau câlin et tout. Oui, c'est sûr. Ouais, heureusement, j'étais un peu. Là, je me suis dit, mince, là, j'ai peut-être un peu trop fait. Et en fait, des fois, il me dit, bah, tu vas te le faire quand? Tu vas voir quand ton nouveau sein? Voilà, ton trou, il va être réparé. Je dis, mais Gustave, j'ai pas de trou. J'ai juste une cicatrice. Voilà, parce que j'ai plus de mamelon, donc forcément, ça perturbe, mais c'est pas plus que ça, en fait. Hein. Oui, c'est une conversation qui finalement est très ouverte et ils se sentent libres de te poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et non, au contraire, ça doit énormément les aider, en tout cas dans leur quotidien, de sentir qu'il n'y a pas de tabou. Et finalement, ça permet de faire tomber un petit peu les barrières et de se dire, bah, s'il n'y a pas de tabou, finalement, c'est que c'est moins grave que ce qu'on pense aussi, peut-être. Oui, puis ils m'ont vu, en fait, ils m'ont vu malade dans mon lit au tout début des chimios qui étaient très, très fortes et qui rendaient malade. Mais après, 2 jours après, j'étais debout. Enfin, même le lendemain, j'étais debout et j'étais avec eux. Et voilà. Et en fait, moi, ce qui m'a aidée, clairement, ça a été le fait qu'on était en période de confinement, le deuxième confinement, alors qui était quand même plus léger, hein, parce qu'on pouvait amener les enfants à l'école, l'école était ouverte, etc. Mais du coup, moi, j'avais pas de problème à rester à la maison, être un peu en mode cocooning. Et ils m'ont quand même vu travailler, j'ai quand même travaillé, etc. Et en fait, ça les a rassurés, je pense, de voir que j'étais pas au fond du trou et je pouvais plus les prendre dans les bras ou autre. Donc, ça, c'était quand même bien pour ça. D'accord. Et du coup, bah, un petit peu, toi, dans ton quotidien, donc doit y avoir, enfin, il y a, c'est sûr et certain, donc tes enfants et ta famille. Mais qu'est-ce qui te donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui te motive au quotidien? C'est de faire connaître cette maladie. C'est qu'on ait des traitements. C'est qu'on aide en fait à avoir des traitements vraiment novateurs. Et puis moi, ce qui m'aide actuellement, ce qui me booste en fait, c'est qu'on ait une reconnaissance aussi de ce qu'ils vivent, parce que moi j'ai de la chance d'avoir continué à travailler parce que j'avais pas de prévoyance, donc j'avais pas de salaire si je continuais pas de travailler, et que j'ai des salariés, donc il fallait qu'ils aient leur salaire aussi, il fallait que voilà. Et donc moi ça m'a beaucoup aidée, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont en précarité absolue, qui arrivent des fois en fait, au bout d'un an d'arrêt de maladie, en fait l'argent il diminue quoi. Donc, une fois, il y a des personnes qui sont vraiment en précarité absolue. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'on les aide là-dessus. Donc, j'aimerais voir c'est ça qui me motive, c'est de pouvoir les aider aussi à plus être dans la précarité. C'est pas normal parce qu'elles ont un cancer du sein qui est métastasé. Donc, en gros, qui est incurable. Certaines femmes ne peuvent plus travailler parce qu'elles ont été opérées. Donc, on leur a enlevé la chaîne ganglionnaire. Donc, la mobilité du bras est réduite. Elles peuvent plus travailler. Donc, elles se retrouvent dans une précarité absolue. Et moi, c'est aussi les aider. Et c'est vraiment faire connaître cette maladie, qu'on puisse apprendre à faire de l'autopalpation dès le collège. Donc, toutes ces actions un peu plus militantes me motivent au quotidien. Et puis moi, en fait, voilà, je continue mes projets. J'achète mes bureaux en ce moment. Donc là, je suis en train de faire un prêt. Donc, on va voir si ça passe au niveau de l'assurance. Ça va pas être facile. Je pense que ça va être facile du tout, d'ailleurs. Non, au niveau je vais inventer un questionnaire de santé. Donc, je vais expliquer que j'ai un triple négatif. Et là, ça va être chaud. Mais bon, on va voir. Mais après, c'est continuer à vivre en fait. Moi, ce qui me motive, c'est que avant, je mettais beaucoup de limites dans ce que je faisais. Je me disais, mais tu feras ça plus tard, ou t'as pas les épaules pour le faire. Et maintenant, c'est le champ des possibles en fait. Donc, ça me booste beaucoup là-dessus. Ça me booste beaucoup. Non, c'est super. Et du coup, ça rejoint une question donc de Sophie qui nous demande donc où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton traitement et donc est-ce que cette maladie a changé pour toi? Donc tu l'as évoqué un petit peu donc au niveau de tes projets pro, de tes projets perso, de ta vision de la vie et de ton rapport avec les gens. Alors déjà, je suis très heureuse d'être en vie. Moi, je suis quelqu'un de très positif, donc même si la vie, elle n'a pas été facile, hein, c'est pas la première fois que j'ai eu des coups durs. Là, c'est le plus dur que j'ai vécu. Je suis toujours au taquet, je suis toujours très heureuse de vivre, de me réveiller le matin, même s'il fait pas beau, je me dis c'est pas grave, on va se faire un truc qui va nous faire plaisir, voilà. Donc s'offrir des petits plaisirs, genre ça c'est un cappuccino par exemple avec du caramel. Ça m'a fait ma journée, je suis très contente. C'était sur les projets. C'était la deuxième question. Oui. Mon cerveau, par contre, tu vois, ça a beaucoup bousillé le cerveau. Hein. J'ai l'attention qui est pas rapide.
Non, mais il n'y a pas de souci, on va faire step by step. Déjà, la première question, c'était de savoir où est-ce que tu en étais de ton traitement. Voilà, et de savoir ensuite au niveau de tes projets pro et perso, finalement, qu'est-ce que ça avait changé, où tu en étais. Alors, là, actuellement, ce soir, je termine en fait, là, je suis en essai clinique, pour tout dire, en fait, parce qu'en fait, il me restait 2 tumeurs dans mon sein quand je me suis fait opérer, donc du coup, il y avait du résidu tumoral. Donc, quoi qu'il arrive, j'aurais dû avoir de la chimiothérapie orale, qui est un traitement adapté au triple négatif. Quand il reste de la tumeur, même si ils m'ont tout enlevé, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de cellules, etc., cancéreuses qui se propagent dans le corps. Et clairement, ça me permet de gagner en espérance de vie, j'espère. Donc là, je termine ce soir mon 7e cycle. Il m'en restera un seul qui commencera le 3 novembre, donc le jour où j'ai commencé la chimiothérapie classique, et qui se terminera le 16 novembre. Et là, je suis après en roue libre, dans le sens où je n'ai plus de traitement. Donc je suis en rémission complète, normalement. Et j'ai des scanners, du coup, tous les 3 mois avec dans l'essai clinique dans lequel je suis, qui me permettent de suivre s'il n'y a pas de reprise de la maladie. Ce qui est bien parce que, en fait, sinon, c'était 1 fois par an, j'avais un scanner. Ouais. Le triple négatif, il peut revenir très rapidement. Moi, ça me rassure. Alors, ça ne fait pas plaisir d'avoir un scanner tous les 3 mois, dans le sens où c'est une prise de sang, c'est une injection de produit, mais si ça peut me permettre de voir que tout va bien, et je continue ma vie et voilà. Donc déjà, c'est la première chose. Et en plus, moi, je vais quand même très bien. Je supporte très, très bien le traitement, donc j'ai beaucoup de chance. Et puis, au niveau des projets, je vais aussi écrire un livre, du coup, pour l'année prochaine sur le cancer que je suis en train de préparer. Et puis, plein d'actions de mise en place, là, de choses sur le dépistage, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que les affiches de dépistage dans les cabinets médicaux, elles sont pas sexy. Personne ne les regarde. Ça fait très vieux. C'est à côté de la plaque. À côté de la plaque, elles sont immondes. Et du coup, là, j'ai demandé à un collectif d'artistes qui travaillent bénévolement là-dessus, donc qui nous offrent en fait leur art au terme d'une affiche ou 2. Des fois, il y en a qui sont amusés. En fait, on a 4 thèmes principaux. Et le but, c'est qu'on les vende au profit d'un programme d'essai clinique qui s'appelle Compass. Donc moi, je suis en train de tout mettre en place. C'est un peu long parce que c'est beaucoup de travail. C'est en place et tout. Et tous les bénéfices partiront là-dessus pour ce programme. Et en fait, tout le monde peut acheter les afficher chez elle, en fait, avec des belles affiches. Et on a vraiment des choses magnifiques. Et en total, il y aura une centaine d'artistes différents qui auront fait leur affiche. Et du coup, on pourra piocher sur ce qu'on aime bien. Donc, des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynécos, des hôpitaux ou des particuliers pourront aussi acheter ça. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle je travaille. Et puis c'est continuer à parler de tout ça, puis avancer, quoi. Le cancer, il sera toujours là parce que c'est quelque chose qui travaille à vie, mais ça m'empêchera pas de continuer à avancer dans mes projets. D'accord. Et donc là, le fait que le 3 novembre, donc ça va être un petit peu la dernière étape, comment est-ce que toi tu l'appréhendes? Tu es stressée, tu as hâte ou tu restes sur la réserve en te disant bon, c'est quand même pas terminé, on va voir? Moi, je pense au futur. Je sais que je vais pleurer parce que ce sera la dernière fois que je vais voir mon oncologue de Paris qui s'occupe de ces cliniques. J'aurais dit je ramenais le champagne la dernière fois en rigolant. Après, moi, je suis quelqu'un de très dans l'émotion, donc je sais que je vais être hyper émue d'y aller pour la dernière fois, parce que cette fois, je vais récupérer mon traitement là-bas, etc. Et bien sûr que je pense à la récidive, ça c'est quelque chose qui nous reste au-dessus, mais après, moi, je me dis de toute façon, je vais vivre, il n'y a pas le choix. Moi, mes enfants, je vais les voir grandir, je vais amener ma fille à l'école maternelle. Il faut que je m'accroche à ça, parce que sinon, on part en dépression. Clairement. Et il y en a qui partent en dépression, et je comprends. Mon médecin m'en a parlé, mon oncologue à Rouen me l'a dit, vous risquez de partir en dépression. Il m'a dit, mais vous, vu votre tempérament et vu ce que vous avez continué à faire, il fait, j'ai pas trop de doute que ça va pas y arriver. Et il m'a dit, mais sachez-le, c'est normal. C'est une partie du traitement, en fait. On est tellement dans tous les traitements, dans les rendez-vous, dans les suivis, etc., dans les habitudes, dans une routine, en fait, que le jour où il n'y a plus rien, c'est difficile. Oui, il y a tout qui s'effondre. C'est pour ça que c'est important, en tout cas, d'essayer, malgré la fatigue et malgré les traitements, de continuer d'avancer et de continuer de garder finalement un petit équilibre et une petite routine. Et donc, en ce sens, toi, quel conseil est-ce que tu peux donner à titre préventif, mais aussi pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer du sein, en tout cas pour les aider dans leur quotidien? Alors déjà, il y avait tout ce qui va être autopalpation, qui est à faire tous les mois. C'est quelque chose qui est hyper important qu'on ne nous apprend pas, mais c'est juste à faire après ses règles, par exemple.
Il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de gens qui montrent, ou il y a même des applications qui permettent de le faire, qui montrent vraiment tous les gestes, comment faire. Et c'est à faire vraiment dans les 2 jours qui suivent les règles, dans les 2-3 jours max, parce qu'en fait le sein il est parfait à ce moment-là, en fait il est plus gorgé d'hormones. Il faut le faire allonger, c'est encore mieux. Et donc c'est la première chose que je conseille, déjà pour permettre de voir s'il y a des anomalies, et puis aussi de se connaître le sein aussi, et le creux axillaire, donc les aisselles. Et après, en fait, si moi je discute avec les oncologues et les médecins et je fais des recherches dessus, en gros, il n'y a rien qui fait que on peut éviter d'avoir un cancer. Parce que le sport, par contre, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour éviter la récidive. Ça diminue entre 25 et 50%, je crois, les risques de récidive. Il faut que je regarde le chiffre exact. Mais ça n'empêche pas que la récidive, parce que ça diminue le risque de récidive, mais bon, malheureusement. Moi, j'ai vu des femmes qui étaient marathoniennes, qui étaient végétariennes, qui ont eu un cancer du sein. Donc voilà, on a un peu tous les cas de figure. Mais c'est faire attention. Malheureusement, il y a tout ce qui va être pollution, perturbateurs endocriniens, la nourriture. Enfin, après la nourriture, même si on mange bio, si le champ d'à côté il y a des pesticides qui tombent, à terme, est-ce que ça peut faire des problèmes? Donc il y a toutes ces choses-là. Mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ils disent que les cancers de sein sont évitables. Les affiches du gouvernement sont des choses. Ça veut dire qu'ils limitent la pollution et les pesticides et les perturbateurs endocriniens dans ces cas-là. Parce que je trouve que c'est très culpabilisant de dire ça, en fait. Et du coup, beaucoup se pensent protégés aussi en ayant un mode de vie, entre guillemets, parfait. Il n'y a pas de mode de vie parfait, en fait, parce qu'on n'est pas dans un monde qui est parfait. Il y a plein de choses différentes et les cancers, il y en a depuis des siècles. Donc, continuer à faire ce qu'on peut, manger équilibré, pas trop boire, voilà. Si on peut éviter de fumer, on évite de fumer. Et puis voilà, faire du sport, c'est important. Moi, j'en ai fait avant, j'en ai fait pendant ma chimio. J'ai fait après un gros break à un moment de mon opération. Là, je reprends la piscine, par exemple, 1 fois par semaine. J'aimerais même passer à 2 puis faire des pilates aussi. Il y a plein de choses en fait. Moi, je me fais plaisir par rapport à moi, ce qui me convient, qui me permet de m'aérer. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait. Après, je me sens tellement bien. Ouais, puis c'est tes moments à toi aussi où tu es vraiment dans ta bulle aussi. Finalement, ça doit te faire du bien plutôt que d'avoir toujours la famille certainement qui est toujours aux petits soins, les médecins, etc. Là, ça permet aussi de te retrouver certainement, d'avoir ton petit moment. Oui, complètement. C'est hyper important. C'est hyper important et puis c'est surtout, en fait, ça fait du bien au corps et il le prouve. En fait, moi, je suis dans un essai clinique qui montre aussi que j'ai une montre connectée. Bon, là, en plus, elle a un petit souci, donc il faut que je la fasse réparer. Mais en gros, il m'appelle tous les mois pour faire un point et tout sur mon sport, ce que je fais. Il faut que je fasse au moins, je me suis fixé un objectif de pas à atteindre. Donc voilà, c'est hyper important et il montre en fait le bénéfice du sport avec le traitement que j'ai pour montrer que en fait, ça permet de se sentir bien. Voilà, de se sentir bien et que ça évite la récidive. Top, parfait. Et donc pour terminer, donc avant qu'on réponde aux dernières petites questions, donc toi, quel est le message que tu souhaites? Bon, je pense qu'on a quand même bien échangé, mais s'il doit y avoir un petit mot de la fin, quel message souhaiterais-tu transmettre donc aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce qui toi te tient à cœur? De dire que la santé n'a pas de prix, donc vraiment faites attention à vous, prenez votre santé en main, reprenez votre santé en main, parce que je pense que c'est important là-dessus, c'est-à-dire que ne pas laisser passer un rendez-vous médical, et que même si on a un rendez-vous médical et que ce qu'on nous raconte nous semble pas bon, c'est-à-dire que par exemple on a une douleur, on nous dit c'est normal et que ça va passer. Si on a un doute, allez voir quelqu'un d'autre pour consulter, pour demander, voilà. Et d'ailleurs, je voulais dire quelque chose qui est important, qu'on ne connaît pas du tout, mais qu'en fait, il y a des dispositifs Parcours Sain, ou diagnostic en 1 jour dans les hôpitaux en France, c'est gratuit. Qui permettent en fait d'avoir un rendez-vous le lundi. On passe échographie, mammographie, biopsie s'il y a besoin, et on a le résultat soit le jour même, soit le vendredi. C'est fait par des chirurgiens, des oncologues dans les hôpitaux partout en France vraiment. Faut pas hésiter à se renseigner, Parcours Sain ou diagnostiquer un jour sur Internet, avec la ville où vous habitez, et ça permet vraiment de faciliter les rendez-vous et de permettre de pas attendre en fait 50 ans, parce que c'est compliqué de prendre rendez-vous à droite, à gauche, et puis plus savoir où aller. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important pour moi, et puis de pas laisser prendre les devants en fait sur son corps, et de autopalpation et tout le reste, d'en parler autour de soi aussi. Ouais, bien sûr. Vraiment pas annuler les rendez-vous médicaux, surtout pas. C'est important d'y aller.
Super. Bon, bah, merci en tout cas pour ce dernier petit mot. Donc, on a quelques questions encore. On a répondu à certaines au fur et à mesure. Donc, on a Sophie qui nous demande quelle réaction tu aurais souhaité de la part de tes proches. Qu'est-ce qui t'a fait du bien et quels conseils tu peux nous donner pour qu'on réagisse au mieux et être un soutien aussi si l'un de nos proches a un cancer. Je trouve que moi, ce qui m'a beaucoup énervé au début, c'est de me dire ça va aller. Et là, je disais, mais personne ne sait si ça va aller. Enfin, on ne le sait pas, en fait. Et je trouvais que c'était une manière de dire, bon, ça va aller. Bah non, en fait, dire plutôt, je suis là pour toi, c'est quelque chose qui fait du bien à entendre. Vraiment. N'hésite pas, je suis là, je pense très fort à toi. Parce que des fois, on ne sait pas quoi dire. Et je comprends, hein, parce que même moi, des fois, sur des autres situations, on ne sait pas quoi dire. Mais dire ces quelques petits mots, d'ailleurs, beaucoup de patients commencent à le dire, que c'est ce qu'ils aimeraient entendre, c'est je suis là pour toi, je pense fort à toi. Et c'est quelque chose qui fait du bien à entendre, déjà, comme phrase. Et j'aurais aimé par exemple, un petit soutien pour les personnes, c'est quelque chose que j'aimerais essayer de mettre en place, j'aimerais en parler à toutes les marques que je rencontre, c'est faites des paniers. Parce qu'en fait, on m'a offert beaucoup de fleurs. Quand j'ai sorti ma première chimio, donc j'étais vraiment, en plus, j'étais pas bien. J'étais vraiment au fond du trou. Je suis allée ouvrir à mon facteur qui m'a ramené une quinzaine de bouquets de fleurs. Et il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais en panique. Je me dis, oh là, mais ça fait des cartons, ça fait des machins. J'ai pas assez de vases. Et je lui dis, bah, en fait, j'ai un cancer et les gens pensent que je vais mourir. En rigolant, hein. C'était un peu en mode, voilà. Mais, et je lui dis, en fait, c'est sympa les fleurs, mais faites par exemple un coffret avec plusieurs amis, mettez-vous ensemble, offrez des crèmes pour le corps adaptées au cancer parce qu'on a la peau qui devient hyper sèche et il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter des crèmes toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que le tube on le vite rapidement. Un bonnet en cachemire parce que c'est ce qui tient le plus chaud, ça évite de gratter l'hiver et tout parce qu'on n'a plus de cheveux et on a vraiment froid sans cheveux. Hein. Donc ça fait vraiment du bien. Des petits trucs, des petites pensées, un livre qui vous fait du bien et que vous pensez à la personne et des petites attentions en fait qui font du bien et qui sont vraiment adaptées à ce cancer-là. Par exemple, quelqu'un qui a des enfants et qui est en bas âge et qui est toute seule ou qui va galérer, bah, proposer d'aller les garder par exemple, lui faire des bons pour garder les enfants, ramener des bons petits plats une fois qu'on a passé les chimios qui donnent envie de vomir. Être là aussi, une oreille attentive, c'est des choses qui sont importantes parce qu'on a besoin d'en parler et pas minimiser en disant ça va guérir, ça se guérit bien parce que c'est faux et de pas dire, pas minimiser la chose en fait. C'est que souvent les personnes qui disent ça va aller, c'est des personnes qui sont aussi très stressées. Oui, finalement n'ont pas besoin de se rassurer, mais c'est d'une violence à l'oreille absolue, vraiment. Hein. Et je l'ai dit parce que moi, je me rendais pas compte l'impact que ça pouvait avoir cette phrase. Et je me dis mais c'est pas un rhume que j'ai, enfin. Oui. Donc. Tout à fait. D'accord. Et donc, on a Florent qui nous dit, donc, d'après ce que j'ai compris, tu n'avais aucune prédisposition au niveau génétique pour développer un cancer, mais tu as identifié d'autres causes possibles en lien avec ton mode de vie qui ont pu t'amener à tomber malade ou est-ce simplement la faute à pas de chance? Ben, j'en ai parlé, en fait, c'est la faute à pas de chance. Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ils en parlent avec les médecins, mais même eux ne savent pas d'où ça vient. J'aurais préféré savoir d'où ça vient. Hein. Ils disent que c'est vraiment la faute à pas de chance et que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a plein de cancers qui ne s'expliquent pas. Mais comme je dis, bah, il y a des causes de perturbateurs endocriniens. Puis on les enfants des années 80-90, donc on ne sait pas trop ce que nos parents non plus nous ont donné à manger. À l'époque, c'était pas forcément aussi contrôlé qu'aujourd'hui sur plein de choses. Donc, oui, parce que c'est ce que tu nous disais. Toi, il n'y a aucune prédisposition génétique dans ta famille. C'est très peu, en fait, les nombres de cancers génétiques. Hein. Faut pas croire. Tout le monde pense que c'est génétique. Et en fait, quand j'en discute, c'est minime. Hein. C'est infime. Hein. D'accord, très bien. Donc ensuite, on a Marie qui nous demande, est-ce que la maladie a changé ton appréhension à ton corps? Complètement. Quel est un peu ton rapport avec ton corps? Bah, en fait, quand je tombais enceinte, quand j'ai eu mon cancer, pardon, parce que c'est un peu un relatif avec la grossesse, hein, avec le cancer, parce que ça dure autant de temps quasiment, des fois, traitement. Moi, j'étais en postpartum encore, donc j'avais des kilos en trop, j'avais les cheveux qui n'étaient pas au top. Et en fait, mes défauts, je les ai gommés. Parce qu'en fait, on m'a enlevé, moi, mon sein par contre, j'adorais ma poitrine. Et mes cheveux qui étaient quand même mon identité. Hein, et j'ai fait la paix avec mon corps, avec mes kilos en trop, la cellulite qu'on a toutes. Et je me suis concentrée sur guérir, sur le fait de continuer. Voilà, mon image, elle est comme ça, elle est temporairement différente de ce que je suis habituellement, mais
mais c'est pas le plus important en fait. Je me suis rendu compte qu'on se focalise des fois sur des petits trucs. Oh, mon ventre il est pas assez plat, ou il y a un peu de graisse, ou machin, ou il y a un peu de truc. Bah ouais, mais c'est pas grave en fait, c'est des personnes de notre vie et si on veut le faire, on peut réussir à faire d'autres choses pour essayer d'aller mieux. C'est plus important de faire du sport pour faire du bien à soi et pas pour perdre des kilos ou pour voilà, mais pour aller mieux déjà. Et ça m'a fait relativiser beaucoup de choses là-dessus en tout cas. D'accord. Et donc finalement, on a Isabelle qui nous demande sur quel réseau social on peut te suivre. Donc il y en a beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous les lister? Bah, Instagram, le pseudo Émilie Brunette. Et c'est le même sur Twitter. Et voilà, c'est les deux réseaux, plus Instagram, quoi. Et puis après, le blog de brunette.fr, voilà. Oui, du coup, tu as aussi ton podcast. Oui, podcast, oui, j'ai des podcasts. Oui. Le podcast, bientôt le livre aussi. Ouais, l'année prochaine, le livre. Le podcast, du coup, c'est Triple Négatif, où je parle du cancer triple négatif. Et sinon, il y a le podcast Power, P-O-W-H-E-R, où j'interviewe avec mon associée Émilie des femmes inspirantes partout. Et j'en ai parlé, j'ai fait 2 épisodes de podcast pour parler du cancer. Il y a un le 1er novembre 2020 qui est sorti, je crois que c'est l'épisode 13. Et un qui est sorti, l'épisode 25, je crois, récemment. On parlait de l'après, 1 an après, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà. Et donc ça, on peut les retrouver partout. Toutes les plateformes de podcast, elles sont partout. Voilà. À part celles qui sont payantes, genre podcast, genre ouais, bref, mais Podbean ou je sais plus quoi, mais le reste, je suis partout, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast, Amazon Podcast. Enfin, voilà. Vraiment, on est partout. Super, parfait. Et ben en tout cas, merci pour toutes vos questions et pour votre présence à ce dernier webinaire réalisé à l'occasion d'Octobre Rose, un mois placé sous le signe de la prévention et de la sensibilisation au cancer du sein. Cependant, donc, comme l'a dit Émilie, notre action ne doit pas se limiter au mois d'octobre. Le cancer du sein, c'est une réalité qui touche chaque année des milliers de personnes en France. Alors, il faut mettre quotidiennement en application les nombreux conseils dont nous avons bénéficié de la part des intervenants de l'Institut Curie, mais aussi de Laetitia Mendes et aujourd'hui d'Émilie Daudin. L'ensemble de l'équipe Training Corporate vous remercie chaleureusement pour votre écoute, votre présence et votre mobilisation tout au long du mois d'octobre. Nous sommes fiers d'avoir pu nous engager auprès de l'Institut Curie à l'occasion d'Octobre Rose et vous serez très prochainement informés du montant des fonds collectés et reversés à l'Institut Curie. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Émilie. Merci à tous pour votre présence, pour votre écoute et pour vos questions. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.